En deux parties, une partie où j'ai fait de la défense aérienne et une partie où j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque la force aérienne tactique, c'est-à-dire les unités qui étaient chargées de faire de l'appui sol, en fait, concrètement. J'ai commencé par un escadron de défense aérienne sur SMB2 à Cambrai. Ensuite, j'ai enchaîné à Reims, dans un escadron prestigieux qui était le 230 Normandie-Niemen. D'abord sur Vautour, puis sur Mirage F1. Ensuite, j'ai commandé un escadron sur Mirage 3E, le 2-3 Champagne, sur la base de Nancy-Auchet. C'était un escadron d'une quinzaine de Mirage 3E équipé d'un engin air-sol spécialisé dans la lutte anti-radar. Et ensuite, j'ai commandé la 7e escadre de chasse, qui était une grosse escadre sur Jaguar. J'étais patron de 60 Jaguars qui étaient répartis entre Saint-Dizier et Istres. Et puis après, j'ai fait d'autres appareils, mais moins dans un contexte opérationnel, je dirais. La première concerne les commandes de vol. Depuis qu'on est passé sur les commandes de vol électriques, on a fait un pas énorme, on a progressé énormément, à la fois pour le confort de pilotage, d'une part, et d'autre part pour les évolutions, bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, pour comparer un Mirage F1 à un Mirage 2000, le taux de virage du Mirage 2000 est bien meilleur que celui du Mirage F1. Et puis par ailleurs, quand on fait du combat à basse vitesse, par exemple, sur Mirage 2000, on a un système qui permet de protéger en quelque sorte l'avion et le pilote contre des décrochages intempestifs ou des choses comme ça. Donc là, il y a vraiment un progrès colossal. C'est tellement vrai que ce progrès a été appliqué directement sur les avions de ligne, puisque les premières commandes de vol dites électriques sont apparues sur Concorde, et puis surtout l'Airbus, dont les tout premiers avions étaient déjà équipés de commandes de vol électriques. Ça, je dirais, c'est le premier vraiment grand progrès. Et puis le deuxième, à mon sens, le deuxième vrai progrès, c'est tout ce qui est à base d'électronique, je dirais, puisque on a suivi, en quelque sorte, la technologie de l'aéronautique a suivi l'évolution de l'informatique, et comme vous le savez, là, on a fait des progrès absolument considérables. Ce sont, à mon sens, les deux progrès essentiels. J'ajouterais que sur la partie motorisation également, on progresse, mais c'est moins brutal, je dirais, comme évolution, que ces deux évolutions dont je viens de parler. Ces moyens sont essentiellement sont là pour aider le pilote effectivement à supporter les accélérations, parce que, comme je viens de le dire, avec par exemple les commandes de vol électriques, on arrive à des taux de virage extrêmement serrés. Pour traduire ça dans une terminologie que beaucoup de gens connaissent, on supporte de plus en plus d'accélérations, des très fortes accélérations. L'homme, je dirais le pilote standard, est capable de supporter sans aucune aide de l'ordre de 5G, quelque chose comme ça, c'est-à-dire 5 fois le poids de son corps. Et on arrive à repousser ces limites à 8, 9G grâce à des systèmes comme ce qu'on appelle le pantalon anti-accélération, qui a pour but d'empêcher le sang de descendre de la tête vers les pieds. Et puis, il y a d'autres astuces qui consistent notamment à incliner un peu le siège du pilote, mais on ne peut pas l'incliner énormément. Je veux dire, on ne peut pas l'incliner à l'horizontale, sinon on ne pourrait plus piloter, on ne pourrait plus voir dehors en tout cas. Et puis, on a également d'autres systèmes. On a songé à un moment donné à équiper les gilets de sauvetage de systèmes de compression, là aussi, pour empêcher le sang de descendre. On a songé également à insuffler de l'air sous pression dans le casque, dans le masque du pilote. Bon, en fait, pour l'instant, l'essentiel, c'est le pantalon anti-G, pantalon anti-accélération. C'est ce qui est retenu dans toutes les armées de l'air du monde, je dirais. Ce qu'on appelle le voile noir, c'est une expression qui est employée régulièrement, je dirais, quand on parle des pilotes de combat. En fait, c'est le sang qui quitte la tête et qui descend vers le bas du corps. Pourquoi? Parce que le sang, il a un poids, si vous voulez, et plus on augmente les accélérations, et plus ce poids est multiplié par le nombre de G, et donc le sang, comme j'allais dire comme le reste, descend vers le bas. Et si le sang quitte le cerveau, il y a un moment où le cerveau n'est plus irrigué. Heureusement, il vaut mieux éviter que ça dure trop longtemps. Le cerveau n'est plus irrigué, et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le voile noir.
y a deux façons très, très simples en fait. La première qui est de passer le concours de l'école de l'air, qui est un concours d'ingénieur, si vous voulez, d'école d'ingénieur. Il faut faire maths sup, maths spé et passer le concours. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la voie royale. Et puis la deuxième façon, c'est de passer le bac, parce qu'il faut avoir le bac bien sûr. Et puis après de postuler. Il suffit en tout cas au départ de remplir un dossier auprès du bureau Air Information de la commune ou de la commune, la grande commune proche de l'endroit où vous habitez. Et puis après, il y a un certain nombre de sélections, il y a des tests physiologiques, des entretiens, etc. Mais je veux dire, pour n'importe quel garçon ou femme d'ailleurs qui a envie d'être pilote de chasse, c'est pas extrêmement compliqué en fait. On est encore loin de Firefox quand même, hein, mais on n'en est pas si loin que ça malgré tout. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il existe des systèmes qui permettent, qui conjuguent, je dirais, par exemple, je vais employer un terme technique, hein, mais l'autodirecteur du missile. Bon, sur un missile, vous avez un système qui suit la cible. Bon. Et l'autodirecteur du missile en question suit le regard du pilote. Si le pilote regarde à droite, la tête du missile va s'orienter vers la droite, etc. Ce qui permet l'essentiel dans un combat, l'essentiel c'est de réagir le plus vite possible. Bon, il y a vraiment des délais de réaction qui sont de l'ordre de quelques secondes. Donc le premier qui a vu la cible et qui a orienté son missile sur la cible en question et qui tire le premier, donc il a forcément, je ne dirais pas qu'il a gagné à tous les coups, mais il a forcément un avantage certain sur son adversaire. Bon, donc ça simplement pour expliquer que on pousse effectivement, enfin la technologie pousse dans ce sens-là, c'est-à-dire d'arriver à ce que pratiquement le système obéisse en instantané à la volonté du pilote. Je vais essayer de faire bref parce que c'est une belle épopée qui a quand même maintenant une bonne centaine d'années. Les tout débuts de l'aviation, 1910, allez, certains disent c'est Clément Ader, 1898, on peut en discuter éternellement. Bon, en gros, les vrais débuts de l'aviation, c'est-à-dire de l'avion capable de voler et d'être piloté, c'est, on dira, 1903, 1904. Bon. Ensuite, il y a une première étape, qui est la Première Guerre mondiale, qui a fait progresser, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non, hein, qui a fait progresser l'aéronautique, qui l'a fait franchir un pas énorme au plan technologique, bon, et surtout qui a permis de développer une industrie de l'aéronautique. Ensuite, la deuxième étape a été, je dirais, à la fois la vitesse et la distance, puisque c'était la fin de la guerre, et là, il y a un certain nombre de gens intelligents qui se sont dit, mais l'avion, ça peut servir à transporter des gens, et on va essayer de les transporter le plus vite possible et le plus loin possible. Et donc ça, c'est, je dirais, la deuxième étape, en quelque sorte, c'est les grands raids, c'est les records de vitesse. Troisième étape, on dira la Deuxième Guerre mondiale, en fait, puisque la Deuxième Guerre mondiale, elle a eu, comment dire, la technologie, là aussi, s'est accélérée, et on a franchi un certain nombre de pas technologiques importants. Le premier, je ne le mets pas forcément dans l'ordre, mais c'est le développement de l'électronique, avec le radar notamment. Et le deuxième, ce sont les moteurs, puisqu'on est passé du moteur à hélice au moteur à réaction. Alors, troisième étape, je dirais essentiellement, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure finalement, hein. La troisième étape, c'est l'électronique en fait. C'est l'électronique avec tout ce que ça comporte, aussi bien l'informatique que les commandes de vol électriques, etc. En fait, je dirais la technologie aéronautique a suivi, voire a précédé quelquefois, je vais expliquer pourquoi. A suivi donc l'évolution de l'électronique. Bon. Je vais expliquer pourquoi, parce que en fait, la réalité est que la technologie aéronautique a tiré beaucoup le reste de la technologie. Des exemples, on les voit tous les jours maintenant. Par exemple, vous avez à bord de vos voitures des GPS. Eh bien, l'installation du GPS sur les voitures, ça provient directement de l'aéronautique. Des exemples comme ça, il y en a plein.
On a la chance d'être le musée le plus ancien, le musée de l'aéronautique, le plus ancien au monde, ce qui fait qu'on a des pièces que nous envient tous les autres musées, les musées du monde entier, qui sont des appareils absolument uniques des tout débuts de l'aviation, qui sont des pièces extrêmement rares et qui ont une valeur inestimable en fait. Donc là, on a vraiment des... Bon, chacun, je dirais, trouve un peu ce qu'il cherche, enfin ce qui correspond à sa propre passion. Il y a des gens qui viennent pour voir les Concorde. On a un hall avec 2 Concorde à l'intérieur, le prototype et l'avion de série. Ça, c'est unique au monde, on le trouve nulle part ailleurs. Il y en a qui viennent pour voir les tout débuts de l'aviation. Il y en a qui viennent pour voir les avions de la Deuxième Guerre mondiale, des avions mythiques, Hurricane, Messerschmitt 109, etc. Voilà, chacun vient chercher ici, je dirais, quelque chose qui correspond à sa passion, à ses connaissances aussi peut-être. Et puis on a également un hall consacré à l'espace qui est unique en Europe, tout à fait unique, avec des pièces exceptionnelles comme la capsule dans laquelle Jean-Loup Chrétien a volé il y a un peu plus de 20 ans maintenant. C'était le premier astronaute français. Et cette capsule, qui était une capsule russe, nous a été donnée par les Russes. Et donc on est très fiers de montrer ce véritable objet spatial qui est revenu de là-haut. Une seule pièce, vous êtes dur avec moi en fait, hein, concrètement. Moi je dirais, allez, je vais dire 3 pièces. La première, le point d'interrogation, qui est le premier avion français, premier avion qui fait la traversée de Paris vers New York. La deuxième pièce, je dirais un avion de la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas forcément un choix, mais bon, pour moi, ce serait plutôt le De Voitine 520. Et puis, troisième pièce, ce serait le Concorde, parce que ça, le Concorde, on ne le refera jamais, enfin, en tout cas, tel qu'il est. Voilà, je n'ai pas répondu un avion, 3 avions. Les séries comme Les Grandes Batailles m'ont amené à faire, au fond, ce qui était inconnu.